2 avril 2024, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce journal. À la une de ce journal, c'est une première depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo qu'une femme soit nommée Premier ministre et chef du gouvernement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a jeté son dévolu sur Judith Suminwa Tuluka, 56 ans d'âge, afin de former le gouvernement de l'Union sacrée pour ce second mandat du chef de l'État. Experte en développement international, l'ancien ministre d'État du Plan est consciente des responsabilités qui l'attendent, surtout avec la situation sécuritaire précaire dans l'est du pays. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilani Mbombouizia, a assisté ce mardi 2 avril à l'inauguration de l'Institut national des aveugles, INAV, Mongafula réhabilité grâce à la Fondation Vision, ceci dans le but d'améliorer les conditions de formation de ces personnes vivant avec handicap. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Une femme nommée au poste de Premier ministre en République démocratique du Congo, en la personne de Judith Suminwa Tuluka. Elle est depuis une année ministre du Plan au gouvernement Samalukonde II. Avant d'être ministre du Plan, Madame Tuluka, qui est membre de l'UDPS, était experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Judith Suminwa Tuluka est la première femme à occuper le poste de Premier ministre en République démocratique du Congo. Elle devra composer son gouvernement avec les différentes forces politiques membres de l'Union sacrée. Suivez. 1er avril 2024, et c'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Une femme nommée à la tête du gouvernement. Est nommée Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Désormais, une femme chef du gouvernement, c'est celle qui a répondu au profil selon les attentes du président de la République grâce à son intelligence avérée. De son côté, le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samalukonde, est allé déposer auprès du président de la République son dernier rapport sur sa gestion des affaires courantes du gouvernement. De sa sortie du cabinet du chef de l'État, c'est son successeur qui prend place et apprend par le chef de l'État lui-même les fonctions qu'elle devra désormais assumer. Au sortir, Madame le Premier ministre place ses premiers mots après sa prise de fonction, consciente des responsabilités qui l'attendent. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est, et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits
face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination à la tête du gouvernement congolais de Judith Suminwa Tuluka est une preuve éloquente de la confiance du chef de l'État à la junte féminine. Judith Suminwa Tuluka était ministre d'État de plan jusqu'avant sa nomination. Elle est experte en développement international. Mais qui est Judith Suminwa, la nouvelle chef du gouvernement, son cursus scolaire et son parcours professionnel avant qu'elle ne soit conduite à la primature? La réponse dans ce bref portrait de Jocelyne Massiala. La nouvelle chef du gouvernement congolais a fait ses preuves dans les agences du système des Nations Unies et dans le cercle technocratique du président de la République. Elle est titulaire d'un master en sciences du travail, administration et gestion du personnel, orientation travail dans le pays, en développement de l'Université libre de Bruxelles. Au poste de Premier ministre, elle apporte son expérience en formulation et programmation du développement, en coordination, en gestion des stratégies, en suivi budgétaire et évaluation des programmes. Elle a plus de 20 ans d'expérience nationale et internationale dans le domaine de la gouvernance démocratique et de la consolidation de la paix, y compris la gouvernance de la sécurité. Avant d'occuper le poste de ministre d'État en charge du plan, Judith Suminwa était coordonnatrice adjointe chargée des questions administratives et opérationnelles pour le Conseil présidentiel de veille stratégique. Et dans l'actualité également, après la publication par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections législatives de décembre 2023, la notion d'erreur matérielle est de plus en plus évoquée. Les arrêts de la Cour constitutionnelle étant irrévocables, les candidats qui n'ont pas été déclarés élus par la Haute Cour estiment avoir été victimes d'erreurs matérielles de cette juridiction. Comment comprendre cette notion d'erreur matérielle? La réponse dans ce reportage. Plusieurs candidats aux élections législatives de décembre 2023 ont brandi l'argument d'erreur matérielle pour expliquer leur échec à ce scrutin. En confirmant leurs concurrents à leur place, la Cour aurait, selon eux, commis des erreurs matérielles. Juvenal Placide Umbaye, avocat, il explique ce qu'il faut comprendre par erreur matérielle. Une erreur matérielle, je pense que c'est d'abord un terme français pour dire une anomalie dans l'enregistrement, dans la transmission d'informations. Et donc, si l'on prend ce terme-là et qu'on le transpose en droit, l'erreur matérielle veut simplement dire toute anomalie constatée dans la rédaction, dans l'élaboration d'un document administratif ou judiciaire. Ces erreurs matérielles ne peuvent être corrigées que par la Cour constitutionnelle elle-même. Au cas où elle le reconnaît, la Cour peut constituer une chambre spéciale pour revenir sur ses propres arrêts. Pour y arriver, il faut qu'elle soit formellement saisie par les candidats qui se sentent lésés. Ce sont des cas qui n'arrivent pas souvent. C'est le candidat préjudicié par le résultat à l'élection qui fait constater par tous les moyens de preuve admissibles en droit que le résultat qu'on lui a attribué ne sont pas les résultats qui reflètent son comptage personnel à lui. Puisque les candidats, il ne faut pas l'oublier, ont droit à une participation que j'appelle une participation testimoniale. Ça veut dire qu'ils ont des témoins au niveau de chaque bureau de vote et ces témoins sont là pour faire aussi leur comptage privé qu'ils opposeront plus tard à l'administration de la CENI qui devra justifier ou non de la question des prétentions qu'ils ont. Il n'y a pas qu'aux législatives nationales de 2023 que les candidats ont soulevé des erreurs matérielles. C'était également le cas lors de législatives de 2018. Certains ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle. Par contre, d'autres ne l'ont pas été.
Et dans l'actualité toujours, les professionnels des médias ont réagi à la mise en demeure du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, à l'endroit de tout organe de presse qui magnifierait les actes du mouvement M23 au risque de subir des sanctions. La majorité des professionnels des médias salue cette décision. Néanmoins, une frange des journalistes ayant requis l'anonymat trouve que c'est une mesure discutable et pas tout à fait conforme aux lois qui garantissent la liberté d'informer dont les médias doivent jouir en République démocratique du Congo. Jacques Moulouba dirige la rédaction de la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA en sigle. Pour lui, la mesure prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est bonne et ne restreint en aucun cas la liberté des journalistes. Je suis de ceux qui pensent que pour moi, c'est pas une façon de museler la presse, selon moi, puisque si on doit bien lire le contenu ou le communiqué du CESAC, nulle part on demande aux journalistes de déformer l'information ou de ne pas en parler, mais on dit d'éviter une certaine propagande séditieuse, c'est-à-dire d'éviter un peu de gonfler l'information, d'éviter de faire l'apologie, n'est-ce pas, de la rébellion. De son côté, le directeur des informations de Mondico Télévision, M. Viningali Junior, soutient la mesure du CESAC. Pour lui, ces décisions ne musellent pas la presse congolaise. Ce sera difficile aujourd'hui d'emblée comme ça d'émettre un avis par rapport à cette décision qui du reste engage le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, comme étant l'organe de régulation dans le secteur des médias. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo traverse depuis plus de 10 décennies une situation sécuritaire très compliquée au niveau de sa partie Est. Voilà pourquoi nous, médias, déjà dans la définition, nous faisons un travail d'intermédiation. Nous sommes au milieu du village, comme le dit la chaîne nationale. Loin de là, cette décision, selon ma compréhension, de museler la presse. Vous le savez très bien, ce qui s'est passé au Rwanda lorsqu'il y a eu génocide des Tutsis et des Hutus. C'était juste une radio, la radio Mille Collines, qui était comme un organe déclencheur de cette hécatombe. Voilà pourquoi aujourd'hui, je crois que cette interdiction du CESAC vient aussi dans ce sens-là. Nous sommes là pas seulement pour diffuser les informations, mais quelles informations nous sommes en train de diffuser. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui, à Kinshasa, il y a beaucoup de chaînes de télévision, il y a beaucoup de chaînes de radio, il y a également avec cet avènement des chaînes YouTube et consorts, mais tous ne travaillent pas de la même manière. Il y a la ligne éditoriale qui intervient. À Mondico, nous avons notre ligne éditoriale et je sais encore dans d'autres chaînes, c'est la même chose. Mais vous allez voir dans d'autres chaînes, ils sont là pour parler en mal même de l'armée congolaise qui, du reste, devrait normalement bénéficier de notre soutien en tant que Congolais. Certains journalistes contactés n'ont pas souhaité s'exprimer devant la caméra. Pour eux, la décision du CESAC n'est rien d'autre que le musellement de la presse, mais Félix Ilunga de Numérica Télévision ne partage pas cet avis. C'est pas une façon de museler la presse, parce que même quand le CESAC a fait cette mise en garde, on en parle. La preuve est là, vous êtes là, on en parle. C'est question juste de rappeler les journalistes à leur responsabilité. Nous sommes compatriotes, nous sommes patriotes. Nous devons quand même savoir ce que nous sommes en train de dire à nos téléspectateurs et ce que nous ne devons pas dire. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, se présente comme un organe investi de la mission de veiller à l'intégrité déontologique des médias. Par son président, il a annoncé qu'il va engager des mesures sévères à l'égard de toute infraction aux principes fondamentaux de l'encadrement des médias. Et autre lieu, autre secteur, les éléments de la police du Congo central, sous l'égide du commissaire provincial divisionnaire de cette province, ont organisé une parade policière le lundi 1er avril 2024 dans la ville de Matadi. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou est revenu sur la discipline au sein des éléments de la police. Jocelyne Massiala.
C'était une occasion pour les commissaires divisionnaires Israël Nkatou Bakoulou de marteler sur l'hypocrisie au sein de la police, le manque de l'obéissance et la désertion au poste de service. Il a aussi rappelé à ces éléments de l'ordre leur devoir en ce qui concerne la protection de la population ainsi que de leurs biens. La population a une grande part de responsabilité dans travers notre parade d'aujourd'hui. Parce que nous avons parlé de ce qui concerne les missions de la police qui consistent à les sécuriser ainsi que leurs biens. Donc la population doit faire confiance à cette police qui est mise à sa disposition pour son bien-être. Les mois d'avril, ce n'est qu'une continuité pour les élections des sénateurs et des gouverneurs. Nous allons nous comporter comme nous avons toujours comporté. Donc on ne peut pas nous mêler de la politique, mais nous suivre la politique et sécuriser tous ces mondes qui viennent comme candidats et puis voir dans quelle mesure ça va se solder dans les urnes. Donc on n'a pas des exceptions à faire, que ce soit pour les élections des sénateurs, pour le gouvernorat et les vice-gouverneurs. Donc le comportement est la même. Et pour les candidats, tout comme les électeurs qui sont des députés provinciaux, qui choisissent, qui font des bons choix, parce que nous avons besoin d'une province qui va se décoller, nous avons besoin de provinces qui seraient unies, nous avons besoin d'une province qui est hospitalière. Nous n'avons pas une police, nous n'avons pas une province qui fait des népotismes et qui fait les tribalismes comme son nom. Nous voulons que les Congolais se sentent à l'aise quand ils viennent au Congo central. Ça est suivi d'une réunion spéciale où les commandants des 10 territoires et de 2 villes de cette province ont été convoqués. Il était question de faire le point sur le problème d'insécurité qui sévit dans la province du Congo central. Allez, on change de chapitre à présent. L'Institut national des aveugles de Mongafula a désormais un cadre approprié pour l'apprentissage au niveau scolaire. La Fondation Vision a réhabilité une dizaine des salles du bâtiment scolaire après 40 ans d'inaccessibilité et de défection. Ce bâtiment répond maintenant aux normes. Bijou Mouna pour les détails. La République démocratique du Congo compte près de 600 000 aveugles selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces malvoyants ont besoin d'une éducation spécialisée pour une bonne intégration dans la société. C'est ainsi qu'à Mongafula, dans la partie ouest de Kinshasa, l'Institut national des aveugles fait peau neuve. Le bâtiment scolaire jadis délabré et inaccessible a été réhabilité pour répondre aux normes pour l'apprentissage des malvoyants. L'INAVEM a mis très longtemps, pendant plus de 40 ans, dont les bâtiments étaient en état de délabrement ou de défection très avancée et étaient inaccessibles. Il a fallu que la Fondation Vision puisse arriver pour nous donner un coup de pouce. Voilà aujourd'hui le bâtiment scolaire des aveugles est totalement réhabilité. La Fondation Vision, qui a financé ces travaux de rénovation de ce bâtiment scolaire, a voulu mettre les élèves de cet institut spécialisé dans les conditions requises d'apprentissage. Elle n'est pas son premier projet avec cet institut. Il réalise déjà d'autres projets avec l'INAV. Nous avons déjà mangé le poisson de l'INAVEM, nous avons déjà mangé les légumes de l'INAVEM. Et ça, nous, on ne s'arrête pas pour l'INAVEM à ce niveau-là, parce que notre but, c'est pouvoir créer une chaîne de froid où nous allons produire assez de poissons à l'INAVEM et qui sera commercialisé sur le marché. Et ainsi pouvoir donner une certaine autonomie aux personnes qui vivent ici, ça leur donnera un peu de revenus. Et le produit sera intitulé « Produit par les aveugles de l'Institut des aveugles de Mongafula ». Créé en 1982 par Maman Mobutu pour les aveugles de l'Afrique centrale, l'Institut national des aveugles, dont l'un des objectifs est l'enseignement inclusif, a longtemps été délaissé. Un abandon en dépit de la promotion par l'UNESCO. Conséquence, les besoins sont devenus de plus en plus nombreux. Le directeur de cabinet du chef de l'État a apprécié le bâtiment réhabilité et promet d'en parler à qui de droit pour répondre aux besoins de cet institut qui forme et réhabilite aussi des enfants malvoyants. Au nom du chef de l'État, découvrir cette œuvre qui a été très bien faite ici et
j'ai promis bien sûr que nous allons les accompagner, parce qu'il y a ce que nous voyons, et il y a ce que nous ne voyons pas qui est derrière. Ces bâtiments scolaires rénovés va permettre à l'Institut national des aveugles de Mongafula de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement tel que voulu par le gouvernement congolais. Le marché central de Kinshasa, appelé communément Zando, affiche déjà un nouveau visage avec les travaux de modernisation qui s'effectuent sur ce lieu de négoce. Démoli en 2020 pour sa réhabilitation et sa rénovation, l'ouvrage sera inauguré sauf imprévu à la fin de ce mois d'avril. Suivez les explications dans cet élément. C'était auparavant comme un rêve et un objet de polémique, le projet de construction par le gouvernement provincial de Kinshasa d'un marché central ultramoderne, communément appelé Zando, devient aujourd'hui de plus en plus une réalité palpable grâce à la détermination d'un chef du gouvernement provincial, le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Les travaux sont presque terminés, ils sont à leur phase de finition. L'inauguration de ce grand marché est projetée d'ici fin avril prochain, annonce faite par le gouverneur-manager de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. C'était jeudi dernier au terme de sa visite d'inspection. Construite en briques rouges à partir des matériaux en provenance du Congo central pour valoriser les produits locaux. Pour rappel, ce marché moderne est d'une capacité de plus de 80 000 étals, 630 magasins, 40 chambres froides et plusieurs entrepôts. Page africaine à présent, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi 2 avril 2024 et devient le 5e président du Sénégal. Il a prononcé son discours d'investiture sous un tonnerre d'applaudissements. Cette cérémonie symbolise pour de nombreux Sénégalais l'espoir d'un changement, mais surtout d'une rupture avec le régime de Macky Sall. Regardez. Votre attachement viscéral. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, le plus jeune président élu au Sénégal, est officiellement le 5e président du pays. Debout, l'écharpe verte et les colliers dorés de l'Ordre national du Sénégal barrant sa poitrine, le visage sérieux dans son costume sombre, Bassirou Diomaye Faye a commencé par rendre hommage aux Sénégalais qui l'ont élu. Le 24 mars, c'est le Sénégal qui a gagné, a-t-il insisté, sous les applaudissements. Bassirou Faye n'a pas manqué de revenir sur ce bras de fer de 3 ans entre le président sortant Macky Sall et son parti, le PASTEF. Bras de fer qu'il a mené en prison, mais dont il retient l'urgence de retrouver une cohésion nationale et un climat apaisé dans le pays. Un discours fédérateur et humble à l'image de ses déclarations précédentes. Le jeune président s'est dit conscient du profond désir de changement des Sénégalais. Il a promis d'y travailler inlassablement, promis la stabilité et la promotion de l'intégration africaine, plus de solidarité aussi avec les pays voisins face aux enjeux de sécurité. Je souhaite un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse devant Dieu. Voilà comment le président a conclu ce discours sous un tonnerre d'applaudissements. C'est donc ainsi qu'a pris fin cette cérémonie d'investiture dans le hall d'exposition très bruyant du centre de conférence de Diamaniadio en périphérie de Dakar. Saluée par Paris, Washington et l'Union africaine, l'élection de Bassirou Diomaye Faye avait été précédée par 3 années de tensions et de troubles qui ont fait des dizaines de morts. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres. C'est une première depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo qu'une femme soit nommée Premier ministre et chef du gouvernement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a jeté son dévolu sur Judith Suminwa Tuluka, 56 ans d'âge, afin de former le gouvernement de l'Union sacrée pour ce second mandat du chef de l'État. Experte en développement international, l'ancien ministre d'État du Plan est consciente des responsabilités qui l'attendent, surtout avec la situation sécuritaire précaire dans l'est du pays. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilani Mbombouizia,
a assisté ce mardi 2 avril à l'inauguration de l'Institut national des aveugles, INAV, Mongafula réhabilité grâce à la Fondation Vision, ceci dans le but d'améliorer les conditions de formation de ces personnes vivant avec handicap. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.